Bienvenue dans l'émission Being Fired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui veulent vous inspirer. Mon premier invité est Gaël Micret, un météorologue, mais aussi un hacker citoyen. Sauver l'humanité des catastrophes naturelles, technologiques et cyber. Voilà sa mission depuis qu'il a touché un ordinateur pour la première fois à l'âge de 13 ans. Gaël a même été nommé chevalier de l'Ordre national du mérite en 2018 pour service rendu à la nation. Ma deuxième invitée est Dorit Nam, une rebelle comme je les aime. Mise à la rue par sa mère à 18 ans, autodidacte, femme engagée, homosexuelle, tatouée, elle ne rentre pas dans les cases. Et pourtant, de tout cela, elle en a fait une force et nous inspire par son authenticité et sa bienveillance. D'ailleurs, sur LinkedIn, elle dépasse largement les 45 millions de vues en un peu plus de 2 ans. Donc vous voyez, deux invités engagés et qui essaient chacun à leur niveau de planter des graines pour un monde plus averti et bienveillant. Bienvenue donc à vous qui nous rejoignez. C'est parti pour 2 rencontres très inspirantes. Et maintenant, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Gaël Micret, un vrai électron libre, mais surtout un homme passionné par la technologie jusqu'à devenir hacker, et par la sécurité environnementale, bien sûr. Profondément humaniste, cet homme ne cesse de mettre en place des initiatives au service du collectif. Prévention climatique, sécurité aérienne, maritime, fluviale, spatiale. Sa devise, ne cessez jamais de rêver. Et surtout, foncez pour réaliser vos rêves. Gaël, on a une image assez sombre du hacking, piratage, harcèlement. Mais alors, quelle est la réalité du terrain aujourd'hui? Alors le hacker, pour moi, c'est celui qui doute, comme le définit un peu le Chaos Computer Club, qui est le plus grand club de hackers en Europe. Et comme on doute, même si on aime profondément nos machines, on ne leur fait pas confiance, donc on veut savoir, on veut comprendre comment elles fonctionnent. Et la deuxième définition que j'affectionne beaucoup, c'est celle de Keren El-Azari, qui dit que le hacker est le système immunitaire de l'Internet. Alors effectivement, malheureusement, on ne parle que des hackers malveillants, mais nous sommes bien plus nombreux à être des hackers bienveillants, on dit souvent même hackers éthiques. Et donc mon rôle aujourd'hui avec mes pairs, c'est de s'assurer que les systèmes d'information sont toujours fonctionnels, sécurisés, et quand on connaît, quand on sait comment ils fonctionnent, arriver à anticiper des crises. Et d'ailleurs, dans ta vie, tu as d'abord été météorologue avant de basculer dans le hacking. Mais alors, pourquoi ces deux passions et comment arrives-tu à concilier les deux? Alors, moi, j'étais victime d'un ouragan enfant, l'ouragan Hugo, en 1989. Ça a été mon premier déclic. Et c'est surtout que dans la météorologie, ce que j'ai surtout appris à faire, c'est concevoir des instruments météorologiques, de l'électronique, de l'informatique, de la gestion de bases de données, des réseaux radio. Et donc, à force de courir après des catastrophes naturelles, je me suis rendu compte à chaque fois qu'on arrivait après, surtout des crises sur des territoires qui étaient, on le sait, potentiellement à risque sur des ouragans, sur des séismes, sur des tsunamis. Et donc j'en ai eu marre d'être toujours le dernier rempart à la fin, quand ces personnes avaient perdu leur maison, quand elles avaient été blessées, parfois tuées. Et il m'a fallu en fait mettre en œuvre des compétences, des disciplines qui me permettent de travailler, quelles que soient les conditions, les pannes de courant, les pannes de réseau radio, les pannes de systèmes d'information. Et donc le hacking pour moi, cette culture, parce que le hacking, au-delà d'être un métier, c'est une culture. Quand ça ne passe pas par la porte, nous on passe par la fenêtre. C'était important pour moi, après ces catastrophes naturelles, de toujours mettre en œuvre les compétences et savoirs dont je disposais pour aider ces populations qui étaient en difficulté. Et d'ailleurs, comment se prépare-t-on à une catastrophe, qu'elle soit cybernétique, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit technologique? On s'entraîne, il faut vivre dans sa chair. Je dis souvent que mon métier c'est 80% d'humain, 20% de technique.
Parce que dans 80% du temps, on va essayer de comprendre ce qui gratte, où les personnes ont mal. Comme un médecin, quelque part, qu'est-ce qui va tomber en premier? Qu'est-ce qui va générer des phénomènes de chaos, de panique? C'est le fait de ne pas savoir quoi faire. C'est ça qui fait peur. C'est de ne pas savoir face à une catastrophe que l'on sait inéluctable. On sait qu'elle va survenir, cette catastrophe. Maintenant, pas parce qu'elle est inéluctable qu'elle n'est pas gérable. Donc, il faut s'entraîner. Je reviens d'un exercice de tsunami avec 350 enfants qu'on a dû évacuer d'un collège. Et ça s'est très bien passé parce que ces enfants étaient encadrés et qu'ils avaient reçu des consignes pour avoir les bons réflexes au moment de la crise. Et d'ailleurs, quelles sont les grandes leçons que tu retiens de toutes ces observations sur le terrain et qu'on pourrait transposer aux entreprises pour les accompagner justement? Alors, on a énormément de documents déjà qui permettent déjà de savoir quoi faire en cas de crise. On a les plans familiaux de mise en sûreté, on a les DICRIM, les documents d'information communaux des risques majeurs, on a les PCS, les plans communaux de sauvegarde, on a énormément de plans. Donc, c'est la chance qu'on a dans ce pays, c'est que ce soit un décideur politique, qu'on soit un décideur économique, qu'on soit un chef d'entreprise ou un père ou une mère, un chef de famille, il existe des documents qui permettent de savoir à quelle crise le territoire a été confronté par le passé et surtout qu'est-ce qu'il faut avoir comme réflexe pour pouvoir surmonter cet aléa-là. Ça, c'est ma première leçon du terrain, c'est que la chance de la France, c'est d'avoir beaucoup documenté ces catastrophes et la manière dont on doit évidemment les surmonter. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut évidemment que ces plans se transforment en action. Et donc, c'est là où on pêche en France, c'est qu'on a du mal en tant qu'élu, en tant que décideur, en tant qu'acteur parfois du territoire, de considérer ces moments d'exercice comme des moments où on va pouvoir avoir quelque chose de convivial. On voit ça, l'entraînement, l'exercice, comme quelque chose d'anxiogène. L'anxiété, elle vient de l'ignorance. Et donc, c'est important dans ces exercices qu'on puisse, à l'issue, faire preuve d'humour, qu'on puisse aussi partager un repas, qu'on puisse expliquer à ses collaborateurs, à ses clients, parce qu'on va être parfois amené à gérer la panique de ses clients en cas de catastrophe. Mais c'est important que dans ces moments-là, quand on est un hôtelier par exemple sur une zone potentiellement submersible par un tsunami, qu'avec ses clients, on puisse accompagner ces personnes en leur disant le jour où ça va arriver, on saura prendre soin de vous. Donc ça veut dire que tu agis en tant que hacker pour accompagner les entreprises, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que tu hackes? Alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me déplace avec des radios, je me déplace avec des antennes relais, je me déplace avec des émetteurs télé qui vont simuler à l'échelle du territoire sur lequel on s'entraîne tous les protocoles, les standards qu'on devrait mettre en œuvre pour alerter les populations. Pour un exemple très concret, en 1997, la France a inventé l'alerte cellulaire. Et il a fallu plus de 26 ans pour que cette alerte elle soit mise en œuvre concrètement sur le territoire cette année et que, évidemment, les personnes puissent disposer sur leur téléphone mobile, quelle que soit la manière dont elles accèdent et les difficultés qui leur permettraient, par exemple, de ne pas entendre, de ne pas pouvoir lire. Il y a des gens qui ne savent pas lire parce qu'ils ne savent pas lire, mais parce qu'ils ne lisent pas l'alphabet dans lequel on envoie ces messages, parce que ce n'est pas forcément dans leur langue aussi maternelle. Et donc, il faut que cette alerte cellulaire, qui est obligatoire à l'échelle de l'Union européenne, il faut que cette alerte cellulaire soit mise en place dans le cadre d'exercices et que dans les entreprises, à l'école, dans la société civile, on puisse se rendre compte comment mon téléphone va sonner, comment il va vibrer, quel message je vais recevoir, quels pictogrammes vont être utilisés pour pouvoir alerter mon entourage et porter assistance à mes voisins et même moi aussi me faire secourir. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle de catastrophe, la réaction première est souvent la stupeur, le déni. Donc, comment passer à l'action? C'est vrai que là, comment responsabiliser, en fait? Complètement. On est, mais moi le premier parfois, quand on lit un rapport du GIEC, quand on lit certains rapports et certains résumés de grandes conférences, les COP se sont succédés, les Conference of the Parties, elles se sont succédées, je crois qu'on est à la 26e ou 27e COP. C'est important aujourd'hui qu'on puisse traduire ces documents dans quelque chose qui suscite l'émotion. Et pour ça, on a
énormément besoin de la culture. La culture du risque se nourrit et doit se nourrir de la culture sous toutes ses formes, évidemment via les médias, via nos chanteurs, via nos sculpteurs, nos poètes, nos scénaristes de séries, de films. La culture, au sens large du terme, est le premier vecteur d'émotion. Et c'est cette émotion qui crée chez la personne qui écoute, qui entend, qui voit ces fictions, qui voit ces œuvres d'art, eh ben, a l'opportunité et aussi la volonté de s'impliquer à l'échelle de la cellule familiale. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est de voir des chefs de famille, des enfants qui sont parfois bien plus résilients que nous, mais de voir ces enfants embrasser en fait cette culture du risque et être capable d'avoir les bons réflexes comme un sportif de haut niveau au moment où l'aléa survient. Et d'ailleurs, là, en termes d'actualité, on nous parle quand même de plus en plus de catastrophes naturelles, d'incendies, de forêts, de canicules, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des médias, des entreprises, des citoyens, pour nous préparer à qui, quelque part, devient un peu plus habituel? Mais là, on a effectivement une succession d'événements, alors déjà depuis l'année dernière, mais bien avant aussi, sur des inondations, sur des grands vents, en 99, la tempête qui a frappé l'ensemble du territoire hexagonal. Et c'est vrai qu'on oublie souvent. Et donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de maintenir en fait pas quelque chose d'anxiogène et ne pas être dans l'anxiété, mais de se tenir prêt en lisant les documents dont j'ai parlé tout à l'heure déjà, d'une part, en s'entraînant, en faisant des exercices, apprendre à évacuer son entreprise face à un feu de forêt, apprendre à évacuer ou en tout cas faire ce qu'on appelle des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité pour que, évidemment, les entreprises puissent reprendre leur activité ou la continuer, si c'est possible, face au risque inondation, qui est le premier risque qui touche aujourd'hui les territoires. Et bien entendu, travailler avec son maire. Le maire est le premier rempart en cas de crise, c'est la première autorité responsable de la sécurité. Donc, ce que je dis souvent dans mes exercices, il faut être capable d'embarquer les jeunes, d'embarquer les enfants dans ces questions-là. La manière dont on traite les personnes les plus faibles et les plus vulnérables de notre société en dit long sur la société dont on veut, évidemment, plus tard, pour le futur. On parle beaucoup d'écologie, on parle de l'écologie souvent politique, mais l'écologie, c'est avant tout la science qui imagine les futurs souhaitables. Quel futur on veut pour nos enfants? Eh bien, évidemment, on ne veut pas qu'ils souffrent, on ne veut pas qu'ils soient stressés, on ne veut pas qu'ils soient anxieux. Et il faut évidemment, compte tenu des crises que l'on a traversées, la dernière, une grande pandémie mondiale, être capable de faire rêver ces enfants-là. Si on arrive à les faire rêver, on a résolu une partie de l'équation. Pas fini, mais au moins on arrive à les embarquer dans des filières, dans des nouveaux métiers. D'ailleurs, tu aimes beaucoup les jeunes pour cette règle-là, pour cette capacité à rêver. Et donc, nous avons, nous, les professionnels, une sacrée responsabilité. Et quel message aurais-tu envie de nous partager pour justement arriver à faire rêver ces jeunes? Alors, pour moi, il faudrait sacraliser les stages de troisième. Et puis même les stages découvertes des métiers au niveau de toutes les structures qui permettent de promouvoir et de vulgariser l'orientation scolaire. Le stage de troisième, pour moi, il est important. J'ai eu 30 stagiaires en 1 an et demi à l'Observatoire de Vernon que je dirige. J'ai reçu des milliers de scolaires dans l'Observatoire. Et c'est important que ces enfants, ils nous voient au travail, qu'ils nous voient heureux au travail, autant que faire se peut. Bien évidemment, je sais que ce n'est pas toujours évident dans nos milieux professionnels, mais c'est important que ces enfants nous voient heureux au travail, qui nous voient au travail, qui comprennent la complexité parfois de nos métiers, mais que la relève, ça va être un enfant de troisième aujourd'hui, dans 5 ans, ce que je dis souvent à mes élus, il vote. Dans 5 ans, il est potentiellement sur le marché du travail, s'il veut évidemment faire des études plus longues, mais dans 5 ans, c'est un enfant qui va pouvoir contribuer au récit national. Et c'est important politiquement aussi que nos décideurs politiques comprennent que ces enfants de troisième, s'ils n'arrivent pas à leur parler, ça va être compliqué pour qu'ils viennent voter dans 5 ans. Absolument. Parce que ces enfants, ils ont besoin de rêver. Et ce que je dis souvent à ces jeunes que je reçois en stage, à leur âge, moi, j'étais immortel. Je n'avais pas ces problématiques. Alors, on avait des problèmes, le sida, la drogue, le trou dans la couche d'ozone. C'est vrai.
Mais j'ai été formé et inspiré par des adultes qui m'ont fait rêver. Et si je suis là aujourd'hui, c'est bien parce que Madame Limol, Monsieur Ronella, Monsieur Bellassène-Mazari, tous ces profs ont fait leur travail. Ces adultes qui m'entouraient à l'époque, ils ont su me donner à la fois de la rigueur, mais aussi me faire rêver pour que j'embrasse ces métiers que j'occupe aujourd'hui. Merci beaucoup Gaëlle de t'être plongée dans ton univers. C'était absolument passionnant. Merci à toi. Et maintenant, je suis ravie d'accueillir Dorit Nao, une ghostwriter atypique sur LinkedIn. Elle nous parle de management, de bien-être au travail, de recrutement, de diversité et inclusion, de l'empowerment féminin, d'entrepreneuriat. Mais surtout, elle libère la parole sur des sujets engagés. Et d'ailleurs, elle vient de sortir un livre, LinkedIn, booste ta visibilité. Dorit, alors, tu as eu un parcours quand même personnel assez atypique. Tu as été SDF à 18 ans, obligé de travailler sur diplôme, harcelé moralement. Ça a quand même assez mal commencé. Donc, quelles sont les clés que tu as trouvées pour te sortir de tout ça? Ouais. Déjà, salut Virginie, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment super contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Alors oui, j'ai pas eu une vie facile. Comme tu l'as dit, j'ai été harcelée à l'école, j'ai été tapée par ma mère, j'ai été mise à la rue à 18 ans. J'ai eu un parcours professionnel qui a été très compliqué aussi. J'ai eu du management toxique, une recherche d'emploi très compliquée, du piston, des gens qui me sont passés devant dans des postes, etc. Je m'en suis sortie avec beaucoup d'espoir, beaucoup de force morale et la profonde conviction que la méritocratie existe. Parce que je savais que j'avais des compétences et j'ai toujours cru qu'un jour, ça allait être reconnu et que ma persévérance, elle allait payer. Et d'ailleurs, on voit de ton livre que tu as explosé grâce à LinkedIn. Mais alors aujourd'hui, maintenant que tu as explosé, qu'est-ce que ça t'apporte? Tout en fait. Oui, qu'on comprenne que c'était incroyable. En fait, LinkedIn, ça a été fou pour moi. C'était ma dernière chance parce qu'avec Indeed, Pôle emploi, Monster, je trouvais pas du tout de boulot. Donc je me suis dit, je vais aller sur LinkedIn parce que c'est le seul endroit où j'ai pas essayé de trouver du travail. Et je me suis retrouvée avec plus de 200 propositions d'emploi. Wow. Énorme, grâce à un post où j'ai dit que les tatouages en milieu professionnel, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les compétences et c'est pas l'apparence d'une personne. Et de là, j'ai eu une proposition pour être chroniqueuse. J'ai eu beaucoup d'abonnés d'un coup. Très rapidement, je me suis retrouvée à 20 000 abonnés. Et ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, grâce à LinkedIn, je suis entrepreneur. J'ai des clients qui viennent me chercher grâce à ma personnalité. C'est ça la force de LinkedIn aujourd'hui, c'est que grâce à votre authenticité, à qui vous êtes, vous attirez des entreprises, que vous soyez chercheur d'emploi, que vous soyez indépendant. Et c'est ce que j'explique dans le livre. C'est vraiment pour aider les gens, en fait. Pour leur dire, peu importe qui vous êtes, que vous ayez des diplômes, parce que moi, j'en ai pas, à part un bac littéraire, que vous ayez des expériences, pas d'expérience. Vous allez attirer des entreprises grâce à vos valeurs, à votre vision et à votre personnalité. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est ce que m'apporte LinkedIn aujourd'hui. Et j'aimerais que ça apporte ça à un maximum de personnes parce que ça peut vraiment changer des vies comme ça a changé la mienne. Et d'ailleurs, tu dis très joliment, mon orientation sexuelle, comme mes tatouages, fait partie de mon identité. Ouais. Et pourtant, on te dit quand même très régulièrement que ces deux sujets n'ont pas leur place sur LinkedIn. Quel est ton avis? Excuse-moi, mais c'est de la merde. D'accord. La preuve. Totalement. En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que réseau professionnel égale on ne parle pas de sa vie privée. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est uniquement la vie privée qui dérange certaines personnes. Quand il y a des gens qui vont faire des publications pour dire « je suis parti en vacances avec ma famille » et qui sont hétéros, ça dérange personne. Non. Par contre, quand tu vas parler du fait que tu es LGBT+, d'un coup, c'est gênant, c'est indécent et ça n'a pas sa place sur un réseau professionnel. Pourtant, ça fait partie de la vie. C'est normal et c'est assez inquiétant cette vision-là. Et moi, j'ai envie de te donner des chiffres justement par rapport au monde du travail aujourd'hui. On a quand même
Une personne LGBT+ sur 4 dans le monde du travail qui estime avoir été victime d'agressions homophobes sur son lieu de travail. Ah oui. Donc c'est énorme. Et on a 73% de personnes qui n'osent pas parler du fait qu'elles sont LGBT+ à leur travail. Et alors, comment ça se passe? En fait, elles ont peur. Elles se disent, je vais me faire placardiser, je vais avoir un refus d'évolution de carrière, je ne vais pas avoir mon augmentation. Et pire, il y a 13% de personnes qui se prétendent hétéros parce qu'ils ont peur d'être justement placardisés et d'avoir des discriminations à cause du fait qu'ils sont LGBT+. Donc moi, j'ai des vraies solutions à proposer. Tout simplement, l'engagement du chef d'entreprise. Aujourd'hui, une solution qui est très forte, c'est par exemple l'association L'Autre Cercle, qui propose aux entreprises d'avoir une charte LGBT+. Et ça, pour moi, c'est très puissant parce qu'un chef d'entreprise qui arrive et qui dit « Moi, je suis engagé contre les discriminations et c'est tolérance zéro », pour les LGBT-phobies, c'est un message fort pour l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de cet engagement-là pour ne pas laisser la place, j'ai envie de dire, à un libre arbitre qui peut être dangereux, avec pas de positionnement dans la culture d'entreprise et du coup des collaborateurs qui peuvent se permettre, sous couvert d'humour très toxique, de lancer des blagues et de faire en sorte que des personnes soient mal à l'aise et aient un mal-être dans leur travail. Surtout aujourd'hui où on parle beaucoup du bien-être au travail, et en tant qu'LGBT+, se sentir bien à son travail, c'est du bien-être au travail aussi. On est complètement d'accord. Et en ce qui concerne l'apparence physique, est-ce que tu sens qu'il y a des évolutions sur le sujet ou pas? Oui, je suis fière d'avoir beaucoup participé à ça parce que aujourd'hui, tu sais, on parle beaucoup de marque employeur et le fait d'avoir justement de la diversité et de l'inclusion dans les entreprises, d'être vraiment soi-même, de ne pas jouer un rôle, voilà, de juste arriver, de travailler, d'être jugé sur son potentiel et ses compétences, c'est un enjeu très fort d'une culture d'entreprise. Et sur LinkedIn, moi, je vois heureusement beaucoup d'entreprises qui mettent ça en avant et qui vont vers plus de diversité et d'inclusion. Donc, il y a beaucoup d'espoir, mais il faut continuer à en parler, il faut continuer à libérer la parole parce que je suis désolée, ce n'est pas un critère de recrutement. L'apparence n'est pas un critère de recrutement. Tatouage, coupe à l'afro, un peu de poids en plus, on s'en fout. Ça n'a rien à faire dans le monde professionnel en tant que critère pour déterminer si une personne est compétente, peut évoluer, peut avoir une formation. Ça n'a pas sa place. Complètement d'accord. Et il y a eu récemment des chiffres qui disaient que 60% des 18-24 étaient harcelés sur les réseaux sociaux. Et toi qui es sur LinkedIn, un réseau professionnel pourtant, tu fais aussi l'objet de harcèlement. Comment vis-tu ça et quels conseils tu pourrais nous donner si on est concerné aussi? Bien sûr. Alors, c'est très inquiétant parce que, comme tu l'as dit, c'est un réseau professionnel, LinkedIn. Et pourtant, il y a quand même du cyberharcèlement dessus, alors qu'on pourrait penser que parce que quand on est salarié, on est ambassadeur de son entreprise et qu'on a le titre de son entreprise, on va mieux se comporter. Eh ben non, il y a des personnes quand même qui vont te dire que tu ressembles à une porte de toilette à cause de tes tatouages, on me l'a dit, qui vont te tenir des propos homophobes et c'est très grave et c'est pénal pour l'homophobie, c'est pénal et ça n'empêche pas que des gens se permettent ça. Et ça a des conséquences qui peuvent être très graves, qui peuvent aller quand même jusqu'au suicide, surtout pour les personnes les plus jeunes. Tu as parlé quand même d'une tranche d'âge très jeune dans tes chiffres, et c'est dramatique. Aujourd'hui, moi, mon expérience, elle est simple. J'ai déposé plainte pour cyberharcèlement en décembre 2021 parce que j'ai eu un forum de 4 pages qui a été créé contre moi. Ah oui, carrément. Il y avait des captures d'écran de mes posts LinkedIn et des gens qui m'insultaient sur 4 pages, qui disaient que ce que je faisais c'était de la merde, que j'étais le cancer de la société, que je méritais de mourir, etc. Et j'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi toujours et qu'on n'apprécie pas forcément ce que je fais, mais cette haine, elle va trop loin et les gens, sous couvert d'avoir une protection derrière leur écran, se permettent beaucoup trop de choses. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, la solution que peu de gens connaissent, c'est Pharos. Ça s'écrit P-H-A-R-O-S. Oui. C'est la plateforme que la Gendarmerie nationale a mis en place de lutte contre le cyberharcèlement. Il suffit de taper Pharos dans la barre de recherche sur Google et on peut faire un signalement du cyberharcèlement qu'on vit.
Tout simplement, et on est contacté derrière par un gendarme qui prend la déposition. Voilà, et ça, j'aimerais vraiment en parler parce que quasiment personne ne sait que ça existe et que c'est possible. Et pourtant, il ne faut pas subir, il ne faut pas rester seul. C'est très important. Ne jamais subir et toujours essayer d'agir parce que cette situation n'est pas normale. Personne ne mérite de se faire cyberharceler. Et voilà, ce n'est pas une solution de se dire ça va passer, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Non. Toujours pareil, tolérance zéro. C'est très très grave, ça va jusqu'au suicide. Et toi, personnellement, ça t'a touché? Au début, je t'avoue que ça m'a touchée, surtout que j'ai fait très rapidement un post viral qui a fait plus de 13 000 likes. Et donc j'ai été directement exposée à beaucoup de visibilité. Donc je me suis retrouvée avec beaucoup de haine sous ce post et j'étais pas du tout préparée en fait. Ah. Donc au début, je voulais quitter LinkedIn très vite parce que j'avais des commentaires. En fait, c'était un post où je dénonçais une expérience avec du harcèlement sexuel. Donc en plus, ça m'a coûté beaucoup de courage. J'ai donné une part de moi-même et j'ai eu des commentaires pour me dire « Vous mentez, vous n'avez pas vécu ça, donnez-nous des preuves ». Et je me suis sentie, comment dire, mal à l'aise, pas respectée. Et je me suis vraiment sentie vraiment triste, mais agressée, vraiment agressée. J'ai pris beaucoup de violence dans la gueule en fait. Et je me suis dit c'est pas juste, j'ai pas mérité ça, je fais de mal à personne, je partage juste une histoire. Ensuite, j'ai pris beaucoup de recul et je me suis dit LinkedIn ça m'apporte quand même beaucoup de positivité. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que humainement, quand on a 5% de négativité, on va retenir que ça et ça va nous tuer, ça va nous bouffer et on va oublier toute la positivité. Donc je me suis recentrée, je me suis dit regarde, 95% des gens ils sont très bienveillants avec toi, concentre-toi sur ça et maintenant je t'avoue que ça va beaucoup mieux. Je reçois encore beaucoup de haine. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu des menaces de mort homophobes sur LinkedIn. Je prends beaucoup de recul, je dénonce quand il faut dénoncer parce que c'est pas normal, les menaces de mort c'est très grave, c'est pénal, mais je me dis tout simplement les gens ne me connaissent pas, ils savent pas ce que j'ai vécu, ils savent pas qui je suis, donc je vais pas être touchée par des gens qui ne me connaissent pas tout simplement. Et je me concentre sur le positif. Donc aujourd'hui par rapport à ça, voilà, j'ai quand même plus de recul. Parce que j'ai cette force-là, mais j'ai aussi conscience que tout le monde ne l'a pas. Donc c'est pour ça, protégez-vous et n'hésitez pas à faire appel à Pharos quand les situations dégénèrent. Et d'ailleurs, pour le mot de la fin, qu'aurais-tu envie de partager pour les personnes qui traversent des moments difficiles, qui galèrent, qui doutent, qui finalement ne veulent pas bien en ce moment? Bien sûr. Alors j'aimerais dire à toutes les personnes qui connaissent des épreuves, des échecs, des difficultés, qui se disent qu'elles n'ont pas de valeur, qu'elles n'ont pas d'avenir, que dans le monde du travail, elles ne sont pas légitimes, que sur les réseaux, elles ne sont pas légitimes non plus. Vous avez de la valeur. Toutes les épreuves dans la vie sont éphémères, même si parfois on a l'impression que ça va continuer toujours, qu'il n'y a pas de solution, que parfois peut-être même on est maudit dans la vie. Non, toujours garder espoir, toujours garder la foi et se dire qu'un avenir meilleur est possible. Et j'en suis la preuve, je le répète, mise à la rue par ma mère à 18 ans, harcelée à l'école, battue par ma mère. J'ai grandi dans un HLM de 18 étages. On allait au Resto du Cœur avec ma mère. Et aujourd'hui, je touche du bois, tout va bien et j'ai cru toujours à cette étincelle d'espoir. Et voilà, toujours croire qu'au bout du tunnel, il y a une lumière, parce que c'est réel, il y a toujours cette lumière, donc gardez toujours espoir et ne lâchez jamais rien surtout. Merci Denis pour tout ce partage et toute cette inspiration. Merci beaucoup à toi, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi. C'est un vrai plaisir à partager. D'ailleurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un joli moment et à très vite pour la suite.